Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Qu'est-ce qui vous fait réagir dans l'actualité? 0826 300 300, vous avez la parole, vous le savez évidemment sur Sud Radio. Tiens, j'aimerais bien vous entendre aussi du côté pour nous raconter ce que vous vivez du côté de Couture-sur-Garonne, dans le Lot-et-Garonne, en Gironde et dans d'autres endroits, ou en Charente, touchés aussi par ces inondations qui sont assez terribles, bien sûr. Vous avez vu, il y a des taxis, tracteurs, on y va par barque évidemment, et ça il continue de pleuvoir. Comment vivre aussi sans électricité, sans chauffage, bien sûr. Alors, c'est difficile. J'avais l'un des maires tout à l'heure, il me disait, on n'a plus d'électricité depuis quelques jours. Je dis, mais comment vous faites pour téléphoner? Alors, ils vont dans des... Non, mais c'est vrai, ils vont recharger à la mairie, parce qu'il y a encore, effectivement, du courant là-bas. Et certains ne sont pas complètement coupés, mais c'est infernal, évidemment. Allez, vous pouvez témoigner, 0826 300 300. La droite, on en parle aussi avec la multiplicité des candidatures. On a parlé avec Philippe Juvin, en fait, à l'instant. L'aide à mourir, j'ai l'impression qu'on va vers cela avec les députés qui étudient le texte à l'Assemblée ce soir. Jusqu'où, bien sûr, c'est l'une des questions. Et puis, donc, ce qui s'est passé à Lyon et les tensions autour, évidemment, de la jeunesse qui est clivée, polarisé un peu comme l'est aussi la population, et qui arrive donc à ce qui s'est passé, un gamin passé, je dis un gamin parce qu'il a 23 ans, un étudiant bien sûr, passé en fait à tabac à Lyon d'ailleurs, où c'est la règle en ce moment, le passage à tabac. Vous avez vu le nombre de jeunes depuis quelques semaines qui sont passés à tabac dans les rues, c'est complètement incroyable, par des adolescents, des grappes d'ados évidemment qui viennent régler en fait des comptes. Mais c'est fou, c'est effarant quand même. Sur Lyon, je voudrais donner une précision qui est historique et qui est vraiment une étude très claire. Lyon, véritablement, Nice, dans une moindre mesure, Lyon est véritablement, depuis des années, un sanctuaire des groupuscules d'extrême droite et d'extrême gauche qui se sont littéralement partagés la ville. Vous avez l'extrême droite, les militants ultra radicaux qui tiennent le centre de Lyon, et vous avez l'extrême gauche ultra radicale qui tient la Croix-Russe et Fourvière. Et régulièrement, depuis des années, ces bandes se mettent dessus, et il y a un sujet vraiment sur la police. Plus des délinquants qui viennent dessus, parce qu'il y a eu une série de vols avec des ados de 14-15 ans qui en profitent pour semer le chaos dans des villes. C'est pas la même chose en fait. En réalité, non mais c'est ça qui est mêlé, quoi. Je suis d'accord, mais la réalité, si vous voulez, c'est que vous avez un quadrillage politique de cette ville par des groupes ultra violents, et on en arrive à la dramaturgie de la mort de Quentin. Et ça, vraiment, il y a un sujet. Je ne comprends pas comment les autorités ont laissé faire cette mise en coupe réglée de la ville de Lyon. C'est vrai. Et il est en train de se passer la même chose à Nice. C'est la déliquescence française, l'absence d'autorité de l'État, puisque vous le dites, on a laissé. Alors moi, je suis pas expert. C'est pas que l'État là, parce que en l'occurrence, c'est l'État, il a raison. Parce que entre d'un côté, alors j'ai appris que Fourvière et la Croix-Rousse c'était l'extrême gauche, le centre-ville c'était l'extrême droite. Que maintenant, les bandes de voyous, puis après, quand on voit les zones qui sont vraiment dangereuses à Lyon, on pense à Vaux-en-Velin, à Vénissieux, etc. Les jeunes qui vont racketter les gens en plein centre-ville, c'est la déliquescence. D'ailleurs, si vous êtes à Lyon, tiens, appelez-nous pour témoigner, 0826 300 300, pour témoigner, parce que quand on y vit, on peut... alors, on arrive quand même à vivre, heureusement, bien sûr, mais que se passe-t-il? C'est ce que je disais ce matin. Hervé d'Antony, en région parisienne, est avec nous au 0826 300 300, pour revenir sur ce qui s'est passé avec la mort de Quentin. Bonjour Hervé. Bonjour. Bonjour. Bon, qu'en pensez-vous? Écoutez, moi je suis étonné de la façon dont Françoise de Gois ou certains parlent de ce problème-là, parce que j'ai pas entendu dans sa bouche... la gestion de garde. J'ai pas entendu. Si, bien sûr, j'ai fait ça dans mon édito à 8h15. Quand j'entends, d'accord, mais la manière dont vous l'avez présenté tout de suite, vous présentez ça comme vous avez dit tension. En fait, moi, ce que je vois surtout, non mais pas dans votre édito, mais à l'instant. Oui. À l'instant. Oui. Et donc, si vous voulez, non, mais moi, ce que je remarque, de la part des médias, j'ai beaucoup zappé sur les chaînes BFM, etc. Et j'ai remarqué que les journalistes, dans un premier temps, ils n'ont presque pas parlé.
parler, et quand ils en parlent, c'est du bout des lèvres, et si vous voulez, avec des termes bien spécifiques, et en oubliant, si vous voulez, que actuellement, ceux qui mènent le chaos, c'est plutôt l'extrême gauche. Et ça, je suis étonné qu'on n'en parle pas autant, si vous voulez. C'est tout le problème du vocabulaire quand on parle, parce que à mon avis, c'est pas la bonne victime. Ça serait quelqu'un de la droite traditionnelle ou de l'extrême, de ce qu'on appelle l'extrême droite, parce que on dit extrême droite, mais en fait, vous savez très bien qu'aujourd'hui, quand on dit extrême droite, ce n'est pas l'extrême droite des années 1930 qui refuse, qui est pour la violence, qui refuse la démocratie et qui refuse le débat, alors que justement, moi je trouve que l'extrême droite, elle se trouve plutôt à l'extrême gauche aujourd'hui, avec justement les alors on va revenir sur les termes d'ailleurs d'extrême droite et extrême gauche. Moi, Françoise et Philippe. Je vais répondre, pardon Philippe, je te laisse parler. D'abord, je n'ai jamais minimisé, euphémisé, il faut écouter tout ce que je dis, et je l'ai dit très clairement, évidemment que c'est l'extrême gauche qui est impliquée, évidemment avec la jeune garde, et évidemment, Enfin, il y a une il y a une enquête. Hein, quand avec l'enquête, etc. Donc bien sûr que je n'euphémise pas. Là où je ne suis pas du tout d'accord avec vous, c'est sur la narration qui consiste à dire que la presse n'en a pas parlé. Je rappelle quand même que c'est TF1, la plus grande chaîne d'Europe, qui dans son journal de 20h samedi soir publie la vidéo. C'est aucune autre. Je rappelle également que le procès qui est fait à la gauche d'euphémiser parce que ce serait l'extrême gauche. Je rappelle également que ce sont aujourd'hui les journaux de gauche. Mediapart ne peut pas être classé à droite, pas plus que Libération. Ce sont les journaux de gauche qui sont en train de mener une enquête extraordinairement précise, et c'est eux qui, par exemple ce matin, révèlent que l'assistant parlementaire de Raphaël Arnaud. Donc je trouve que j'étais sur place. Alors, donc je trouve que c'est un peu injuste comme procès à la presse. Alors, je vais faire un tout petit rappel sur les médias. Vendredi, on préparait les vraies voix, et quand on a appris que Quentin était en état de mort cérébrale, on a changé en dernière minute l'info en plus pour en parler dans les vraies voix sur Sud Radio. On n'a pas eu de retard dans ce domaine, on pourra jamais nous faire sur proche. Absolument. On a été dans les premiers. Oui, c'est vrai, mais alors c'est vrai, juste petite parenthèse par rapport à ce que dit Hervé, c'est vrai qu'hier, moi j'ai été frappé, il y a deux journaux principaux en fait le dimanche, et il y en avait un, c'était sa une, alors on peut dire que c'est trop, machin, etc. Et l'autre, il n'y avait pas une seule ligne. Une seule ligne. D'accord. Donc c'est voilà. Non. Et un grand journal en fait de l'ouest de la France en a fait 2 lignes, simplement une toute petite brève. J'étais quand même assez étonné, même s'il y a une enquête qui est en cours, mais je suis étonné quand même face à ça. C'est vrai. Je voudrais dire aussi, pour répondre à ce que disait Hervé, le terme d'extrême droite, moi ce que je trouve fou, c'est que maintenant, hier, Éric Coquerel a dit que Bruno Retailleau était d'extrême droite, que son programme était d'extrême droite. Vous pouvez vérifier. Hein, non mais c'est vrai, c'est pas la première fois. C'est-à-dire que maintenant l'extrême droite, c'est un spectre tellement large, vous savez, on se demande où ça commence, où ça termine. Hein, parce que si même Retailleau est d'extrême droite, non mais alors là, vous savez très bien, c'est pas à vous que je vais apprendre. On sait pas des vieux singes qu'on va apprendre à faire la grimace. Nous sommes des vieux singes tous les trois. Nous savons très bien parfaitement que la stratégie classique d'Éric Coquerel et du Rassemblement national de l'autre côté, c'est de s'auto-choisir pour la présidentielle. Alors évidemment que Éric Coquerel évidemment monte tout en extrême droite, de la même manière que la droite et l'extrême droite va tout monter en extrême gauche, parce que le but de la manœuvre, c'est que Jean-Luc Mélenchon et Jordan Bardella s'auto-choisissent et créent un mouvement pour terminer en finale. Donc tout ça, c'est de la manipulation en réalité. C'est une manipulation d'opinion, et c'était tout à fait infernal. Et quant à l'extrême droite, je suis d'accord avec vous sur l'idée des années 30, mais l'antisémitisme classique des années 30 existe évidemment encore. Je rappellerai que les groupuscules d'extrême gauche hyper violents existent, mais ceux d'extrême droite aussi, il y en a 150 qui sont recensés. Vous avez la division Martel qui défile dans les rues de Paris. Donc il y a une complaisance générale à l'égard de ces groupuscules. Moi, quand la jeune garde aurait dû être interdite immédiatement. Elle a dû être dissoute. Oui, mais pas assez vite, comme Génération Identitaire l'a été, comme tout ce qui... je pense à... J'ai beaucoup travaillé sur ces questions, Vlad à Besançon, tout ça, la division Martel, tout ça, ça doit être dissous, parce que ça ne génère que de la haine et du chaos. Bon, Philippe David ? Non mais, il y a quand même un point...
qui me paraît essentiel, c'est que dans mon édito, je parlais de la complaisance. C'est vrai que la jeune garde a quand même eu un candidat qui a été accepté aux dernières législatives. Je le rappelle. Il a été les gens ont voté pour lui. Les gens ont voté. Non mais c'est l'ensemble de ces partis, le LFI, mais aussi le PS, les Verts, le PC, qui m'ont donné une investiture. Oui, les gens ont voté. Les gens ont voté. Mais l'investiture a été donnée. Ils ont voté pour lui, mais l'investiture a été donnée. Et ça pose quand même une petite question de remise en question. Alors qu'il y a aujourd'hui en fait un sondage qui est assez intéressant. Merci Hervé pour votre témoignage, votre réaction. On va continuer bien sûr. Il y a un sondage de l'IFOP que nous publions en fait aujourd'hui sur l'adhésion au classement à l'extrême gauche de la France insoumise. 70% des Français estiment que c'est justifié. Hein, c'est le chiffre. Et à gauche, même à la France insoumise, il y en a 34% qui disent que c'est justifié. Alors le PS est à 65%, les écologistes à 71%. On y revient dans un instant avec Cédric de Narbonne qui est avec nous, Françoise Degois et Philippe David. Évidemment, nous sommes ensemble jusqu'à 9h et nous continuerons avec La Vérité en face tout à l'heure aussi de Jean-François Aquili. Il est 9h moins le quart. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 8h47, nous sommes le lundi 16 février. Cette semaine, je vous offre, des forfaits de ski pour la station de Péragude, Haute-Pyrénées et Haute-Garonne. Vous le savez, il y a un sacré domaine skiable, 51 pistes. Et Philippe David les a déjà dévalées, donc il les a testées avant. Françoise Degois aussi. Bien sûr, bien sûr. Vous voulez gagner ces forfaits, vous y allez, vous envoyez Sud au 7 20 18 par SMS et c'est à vous, vous allez être inscrit, tirage au sort, et vous allez gagner le tirage au sort qui se fait de façon automatique, hein, même si Manu a un petit regard toujours. Automatique, moi je pense qu'il y a de la gruge là-dedans. Non, attendez. Non, excusez-moi, c'est pas vous dans le qui c'est qui l'a dit, Françoise Degois. C'est honnête, le standard. Il y a beaucoup d'auditeurs qui appellent Manu justement au standard 0826 300 300. Cédric de Narbonne est avec nous pour savoir si LFI doit être classé comme un parti d'extrême gauche. Bonjour mon cher Cédric. Bonjour Patrick Roger, bonjour à tout le monde. Bonjour. Il y a 5 points qui font qu'en fait ils sont dans une radicalisation importante et qui afflue sur l'extrême gauche. Il y a toujours des remises en cause institutionnelles et républicaines, donc déjà c'en est une. Les priorités aux aspects communautaristes, donc ça aussi on se dit ça commence un petit peu à faire un peu beaucoup. Le système, les discours anti-système et une radicalité qu'il y a de plus en plus contre la police, contre certaines institutions. Ils évoquent même des choses telles que faut tuer du flic, ça devient ahurissant. Et je parle même pas de toutes les bavures verbales que la France insoumise fait. Alors au tout début, effectivement, moi je me suis dit la France insoumise, je trouvais ça un joli nom. Je disais ça fait bon enfant. Non, ça fait plus du tout bon enfant, ça fait extrémiste, c'est horrible. Je trouve qu'aujourd'hui c'est eux qui créent le chaos. Et on parlera pas de Monsieur Arnaud, on parlera pas de Rima Hassan, on parlera pas de tous ces gens-là qui font des trucs de fous. Ils sont anticapitalistes alors qu'en fait Mélenchon, il a un patrimoine de plus d'1 million d'euros. Donc à un moment donné, il faut peut-être se regarder dans la glace. Et ces gens-là, en fait, faudrait vite qu'ils partent parce que nous, on les fera partir. Ils sont là et ils gagnent quand même de plus en plus de terrain. Ils gagnent du terrain. Ils sont quand même très présents. Hein. Ils sont ils ont gagné à l'Assemblée nationale énormément de députés. Pourquoi ils se sont alliés avec des gens de gauche. Ils se sont alliés avec Monsieur Hollande. Ils se sont alliés avec les communistes. Ils ont embobiné tout le monde pour pouvoir passer. Est-ce que vous pensez que eux tout seuls ils auraient pu faire quelque chose? Exactement ce que je veux dire. C'est exactement ce que je veux dire. Ils ne gagnent pas de terrain. Cédric. Merci Cédric, c'est assez subtil. Ils ne gagnent absolument pas de terrain. D'ailleurs, la réalité, c'est que à l'Assemblée, ils ont plus de députés. Non, mais attendez. Non, mais ok, mais ça, vous parlez du passé. Compté ou pas? Mais vous parlez du passé. Là, je vous parle du terrain. C'est du passé très récent. C'est il y a un an. Je voudrais terminer, Patrick. Mais quand même. On parle des alliances, d'accord? Ils ne gagnent pas de terrain au jour où nous parlons. Ils sont en
minorité partout dans toutes les campagnes municipales et ils ne seront alliés avec personne et ils vont perdre ces municipales. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, je suis d'accord avec ce que dit Cédric, il a raison. Il y a une classification pour l'extrême gauche. Il y a c'est pas une radicalisation, il y a une extrémisation de Jean-Luc Mélenchon qui, je rappelle, Jean-Luc Mélenchon vient de l'OCI, d'accord ? Jean-Luc Mélenchon vient du Trotsky, l'Organisation communiste internationale, qui est véritablement Lamberto d'un jour, Lamberto toujours. C'est-à-dire que non, mais c'est vrai que c'est une organisation très dure qui assume la violence politique. Et je pense, comme disait Mitterrand, qu'on tombe toujours du côté où on penche. C'est-à-dire que il y a maintenant dans LFI, depuis les émeutes et bien sûr depuis le 7 octobre, une dimension pré-révolutionnaire qui fait qu'on peut la classer à l'extrême gauche. Oui. Alors, moi, quand je vois tous les discours qui disent que Delogu, je crois, Astin, enfin, en Seine-Saint-Denis, qui dit qu'il faut élire des maires qui ont la couleur de peau des habitants, etc., on est dans une dérive racialiste absolument totale. Mais il y a un point où je suis pas d'accord avec Françoise, mais on aura la réponse dans 5 semaines. Moi, je pense que c'est les municipales, et moi, je pense que LFI ne va pas faire de mauvais scores. Je pense même que LFI va faire de bons scores dans les centres urbains, et qu'il va même gagner des mairies. Je suis prêt à prendre le pari. Dans 5 semaines, c'est le second tour. Quoi qu'il advienne, en tout cas. Dans 5 semaines. Déjà, moi, les faits sont têtus. Ouais. Alors, je pense que je vais gagner mon pari. Les faits sont têtus. Vous savez que dans toutes les élections partielles qui se sont déroulées depuis 2024, toutes les élections partielles et les élections municipales ou législatives où LFI est parti seul, LFI, évidemment, a fait des scores tout à fait minables qui leur permettaient même pas de se maintenir au second tour. Merci. En tout cas, Cédric, vous continuez de réagir juste aussi après 9h. Vous avez la parole dans La Vérité en face. D'un point aussi, quand même, c'est vrai qu'on peut s'interroger sur une conférence qui est un véritable meeting à l'intérieur de l'université, parce que ce n'est pas neutre. Hein. Il y a eu beaucoup d'interrogations ces dernières années sur des conférences, certaines annulées, et là c'était maintenu de Rima Hassan. Je suis d'accord, la conférence de Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan, vous vous en souvenez, à Lille, avait été interdite, et je trouvais ça logique, parce qu'il y a un parallélisme des formes. Je pense aussi que toutes les conférences avec, politiques, avec des politiques aussi marquées, que ce soit à droite ou à gauche, extrême droite ou extrême gauche, ne devraient pas avoir leur place, à Sciences Po. Et en plus, Rima Hassan, tout le monde sait très bien ce qu'elle génère. Alors, il faut comprendre quand même que Rima Hassan, c'est une véritable rockstar. Il faut bien comprendre. On l'a vu dans son arrivée. Vous l'avez vu dans l'arrivée, mais elle est l'héroïne, si vous voulez, elle est l'héroïne étudiante, Rima Hassan. Donc, quand on sait cela... Non, mais en tout cas de ces étudiants-là. Quand on sait cela, quand on sait ce que ça génère, quand on sait en frontal que de l'autre côté, vous avez évidemment Némésis, et puis évidemment Némésis arrive parce que Némésis contre toutes les conférences de Rima Hassan. C'était d'ailleurs un peu dangereux d'aller mettre ces banderoles. Et l'inverse est exact. Donc évidemment la responsabilité. Non, moi non plus je veux pas l'inverser, mais c'est la réalité. Mais oui. Non, mais quand on voit que Sciences Po Paris avait annulé une conférence de Rima Hassan, si je ne m'abuse, je pense, alors au risque de passer au Collège de France récemment, de passer pour un inquisiteur, que ce serait peut-être pas mal de demander des comptes à la direction de Sciences Po Lyon. Allez, on va terminer, prendre un tout petit peu de hauteur aussi, changer de sujet avec vous, Benjamin Glaise, on en parle sur les réseaux sociaux. On regarde un petit peu ce qui se passe du côté des Jeux Olympiques d'hiver. Oui, on est à mi-course, c'est la question, c'est de savoir si les audiences ont été bonnes ou pas. Alors a priori, elles ont été plutôt bonnes, avec depuis le début de ces JO, pour France 2, une augmentation des audiences de l'ordre de 30%, de l'ordre de 20% pour France 3. En part de marché, tout de même, France 2, on frôle les 20%, c'est plutôt pas mal. Et alors, selon vous, tenez, petit quiz, quels sont les 2 événements qui ont rassemblé le plus de téléspectateurs au cours de cette première semaine? Cizeron, je pense, le patinage, la danse sur glace. On vérifie. Effectivement, mercredi soir, c'était 4-5 millions, non, c'est merveilleux. C'était un pic à plus de 6 millions de téléspectateurs pour voir la médaille d'or de Laurence Fournier-Baudry et Guillaume Cizeron. En moyenne, on était à 4,5 millions. Ça fait 25% de part d'audience. C'est quand même assez phénoménal. Deuxième événement qui a le plus rassemblé, selon vous? Je pense le biathlon, quand même. Le biathlon, oui, je pense aussi. L'équipe de France est championne olympique. Bravo, mesdames. Bravo, messieurs. Du biathlon, effectivement. Et alors, c'était le premier dimanche de compétition. C'était le relais mixte
Je suis vraiment une spectatrice lambda, moi. Vraiment, je m'enthousiasme comme les gens s'enthousiasment. En plus, c'est vrai que c'est une bonne période puisque c'est l'hiver, évidemment, et que non, mais les gens sont chez eux, ils peuvent pas sortir. Vous avez vu le temps. Je pense d'ailleurs aussi aux gens qui sont touchés par les inondations. Là, je le rappelle, vous pouvez témoigner, bien sûr, pour nous dire ce que vous vivez, là, parce que c'est compliqué en Gironde, en Lot-et-Garonne. Oui, j'ai un souvenir ému des Jeux Olympiques d'hiver quand vous étiez Patrick Roger à Pyeongchang avec le décalage horaire et que vous nous disiez bonjour en coréen. Vous vous rappelez comment vous disiez bonjour? Comment on dit bonjour? Anahanghaseyo. Mais moi, à l'époque, je faisais le 9h midi et vous commenciez toujours. Je dois dire quand même que les Jeux Olympiques d'hiver sont quand même, bon, peut-être parce que je suis né en montagne, mais c'est merveilleux parce qu'on voit des résiliences, on voit des choses qu'on ne voit pas aux Jeux Olympiques d'été, probablement parce que ce sont des disciplines qui se frottent véritablement à la nature. Hier, quand vous voyez Federica Brignone, l'italienne, double fracture il y a 1 an, qui revient, qui gagne le Super G la veille et 2 jours après qui gagne le slalom géant, et ben avec ses concurrentes qui s'agenouillent devant elle en disant t'es vraiment la reine. Il y a quelque chose, si vous voulez, de superbement beau dans les JO d'hiver. Bon, mais ça ne plaît pas à tout le monde. Il y a quand même eu des manifestations aussi contre les Jeux. Oui, parce que neige artificielle, Patrick. Parce que neige artificielle. Bien sûr, bien sûr. Oh là, d'ailleurs, c'est un peu le bazar pour les Jeux qui devraient avoir lieu en France, dans les Alpes. Vous avez vu la direction qui prend l'eau, etc. Les 2 régions qui ne s'entendent pas, Gros-Piron, voilà. C'est compliqué, à tel point qu'on se demande si on pourra l'organiser. Je pense que oui, quand même, bien sûr, mais pour l'instant, la neige est en train de fondre. Bon, il est 8h57. Dans un instant, la vérité en face. Vous pouvez réagir sur tous les sujets avec Jean-François Aquili, bien sûr, jusqu'à 10h, qui aura un débat très intéressant. D'ailleurs, tout à l'heure aussi, aux environs de 9h30, puisque on reviendra sur Quentin, la mort effectivement de Quentin. Est-ce que l'extrême gauche bénéficie d'une complaisance des autorités? Dans la vérité en face tout à l'heure, et d'ores et déjà dans un instant, vous pouvez réagir. 0826 300 300.